Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres ce soir, un jeune mineur de 17 ans mis en examen dans le meurtre de Graziella Muro à Chinon. Le suspect se mure dans le silence. Éric Woerth en guest star des Républicains hier soir à Tours pour soutenir François Fillon à la présidentielle. Objectif, remobiliser les troupes à droite. Le lait de chèvre a de plus en plus la cote en France, des ventes en hausse et des producteurs qui doivent s'adapter à la forte demande. Rencontre avec l'un d'entre eux à Sainte-Maure-de-Touraine. Le mystère autour du meurtre de Graziella Muro se dissipe peu à peu. Les analyses ADN ont en effet permis aux enquêteurs de procéder à l'interpellation d'un jeune homme de 17 ans à Chinon. Il serait sans emploi et déjà connu de la justice. Mais pour l'heure, le jeune homme ne parle pas. Il a été déféré aujourd'hui devant un juge d'instruction, Sephora Namani. Un jeune homme de 17 ans, originaire de Chinon, est déféré ce soir devant le juge d'instruction à Tours. Il devrait être mis en examen pour meurtre et dégradation du bien d'autrui. Le parquet demande sa mise en détention provisoire. Sans emploi et déscolarisé, il fait figure de principal suspect dans l'affaire du meurtre de Graziella Muro, 31 ans, retrouvée morte le week-end dernier dans son appartement de Chinon. On a retrouvé un ADN qui pourrait bien être le sien, à proximité, voire sur le lieu du crime. Ce mineur ne dit pas grand-chose et ne reconnaît ni n'avoue. Il ne se souvient pas, il dit que donc je n'ai pas d'explication, de mobile, de cette heure-ci, j'ai pas d'éléments de cet ordre-là. Déjà connu des services de police pour des délits mineurs, il n'avait pas fait l'objet de poursuites. L'analyse des SMS échangés avec la victime laisse penser qu'ils entretenaient une relation sentimentale. Ils se connaissaient depuis très peu de temps, donc on ne peut pas dire que c'est une relation qui était installée, mais ça avait pris une nature sentimentale, oui. Graziella Muro a été retrouvée sans vie dimanche matin dans son appartement, violemment frappée à plusieurs reprises au visage à l'aide d'objets contondants. L'agresseur aurait tenté de maquiller son meurtre en incendiant l'appartement. Tous derrière François Fillon, c'était le mot d'ordre hier soir du meeting des Républicains organisé à l'hôtel de ville de Tours, avec un invité vedette, Éric Woerth, et une mission pour l'ancien ministre de François Fillon, remobiliser les forces et regonfler le moral des troupes, alors que le candidat LR à la présidentielle est toujours empêtré dans l'affaire Penelope Gate. Sur place, Florent Clavel, à savoir François Fillon. Où est-il, ce militant qui doute ? Pas ici, pas à l'hôtel de ville de Tours. Si le nombre vaut plébiscite, mission accomplie alors. 400 militants présents hier soir au meeting d'Éric Woerth. Le général Fillon serait donc sauvé, il n'y aurait plus qu'à scander. Pas si simple. Le temps judiciaire se mêle au temps politique et c'est franchement dommage aujourd'hui. Nous, on peut pas faire notre travail et ça nous bloque alors qu'on a vraiment envie d'aller sur le terrain et d'avancer. L'affaire Pénélope est dans toutes les têtes. Éric Woerth et les ténors locaux convoquent la presse quelques minutes avant pour apporter leurs réponses. Fini les interrogations, en avant toutes. On a perdu du terrain, on va le reconquérir, essayer de reconquérir les cœurs, en tout cas les esprits, et puis on va à l'élection présidentielle sans trop se poser d'autres questions que l'intérêt de la France et l'intérêt général. À l'heure de prendre la parole à la tribune, les snipers sont envoyés en première ligne. Le Pen, Macron, c'est bidon. Message envoyé aux militants déçus qui seraient tentés de les rejoindre. Éric Woerth enfonce le clou, détaille le programme de François Fillon, quitte à perdre un peu son auditoire. Le fond, rien que le fond pour faire taire la polémique. Vient le moment des questions libres. Trop libres peut-être. Et voilà un pessimiste que l'on n'avait pas vu venir. Quand nous avons voté pour les primaires, j'en faisais partie et j'ai voté M. Fillon avec le programme qu'il avait et l'image qui s'était donnée. Maintenant, l'image est totalement différente. Comment peut-on penser gagner le présidentiel avec cette image-là ? Et puis, il y a ceux qui ont reçu le message d'Éric Woerth 5 sur 5. J'étais déjà assez confiant. Et là, je le suis encore plus. C'est le seul dans les candidats qui est vraiment une stature d'homme d'État. Il l'a prouvé et les épreuves qu'il traverse en ce moment, ça montre quand même qu'il a une force de caractère incroyable. À défaut d'être totalement rassurés à l'issue de ce meeting, les militants Les Républicains espèrent un coup de pouce du destin. Ces derniers jours leur donnent des raisons d'y croire. Marine Le Pen rattrapée par les affaires et Emmanuel Macron obligé de s'expliquer sur la colonisation.
À gauche, les élus locaux font tribune commune autour de leur candidat, Benoît Hamon. Le président de la région Centre, François Bonneau, son premier vice-président et maire de Blois, Marc Grécourt, ainsi que Jean-Patrick Gilles, conseiller régional et député socialiste, tous signataires au nom du Rassemblement pour la victoire. Les élections présidentielles qui, je vous le rappelle, auront lieu les 23 avril et 7 mai prochains. En bref, déplacement de Marisol Touraine aujourd'hui à Èvres-sur-Indre. La ministre des Affaires sociales et de la Santé s'est rendue au foyer Emmaüs. L'antenne Tourangelle de l'association disposera d'ici la fin de l'année d'une pension de famille pour ses membres les plus âgés à Èvres. La ministre en a donc profité pour annoncer, ou plutôt confirmer, une aide financière de la part de l'État, soit au total 93 000 € pour aider la communauté à finaliser le projet. Agriculture maintenant, malgré le cataclysme qui s'est abattu dans le département l'année dernière, une filière se porte plutôt bien. L'élevage de chèvres, selon un rapport de la Chambre régionale d'agriculture, il y a une demande de plus en plus forte en lait et fromage de la part des consommateurs et des producteurs. En 2015, par exemple, rien que pour l'appellation Sainte-Maure de Touraine, 1600 tonnes de fromage ont été vendues. Amanda Brouwer-Rivera s'est justement rendue dans l'une de ces exploitations sur le plateau de Sainte-Maure. Durant les fêtes, Romain Charcelet et son associé ont dû refuser des demandes de clients et propositions de revendeurs, ce qui représente environ 2000 fromages non vendus. Pour ne plus être pris au dépourvu, ces éleveurs se préparent à agrandir leur exploitation et à plus que doubler la taille de leur cheptel. On manque de fromage 4 à 5 mois de l'année. On a envie de progresser aussi, on a 35 ans, on a des projets qui sont pour l'avenir, donc c'est des choses qui se réfléchissent depuis un petit moment. Satisfaire la clientèle est aussi une priorité, donc voilà. Et ils sont confiants dans leur avenir. Cela fait plusieurs décennies que les Français consomment de plus en plus de fromage de chèvre, et notamment du Sainte-Maure de Touraine. En 2015, 1600 tonnes ont été vendues, ce qui en fait l'appellation de lait caprin le plus vendu en France. En l'espace de 10 ans, sa production a presque augmenté de moitié, sans pour autant satisfaire toutes les demandes. Ce succès n'inquiète pas les représentants de l'AOP, qui tablent sur une nouvelle augmentation de 12% d'ici 2020. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque de pénurie parce qu'il y a un potentiel de production qui permet d'absorber le marché. Mais par contre, si on se projette dans les futures générations, il pourrait y avoir des départs en retraite qui ne sont pas remplacés. Donc nous sommes un petit peu sur nos gardes pour veiller à ce qu'il y ait suffisamment de producteurs qui s'installent pour pérenniser la production. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la filière qui a retrouvé le sourire après une grave crise de sur- puis sous-production entre 2010 et 2013. Près d'un tiers des éleveurs de la région souhaitent augmenter leur volume de lait. Un tour PSG à la Vallée du Cher, une affiche rêvée et plutôt inédite. Et pourtant, dimanche à 15 h, les féminines du TFC, qui évoluent en division d'honneur, accueilleront l'équipe du Paris Saint-Germain dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de France. Malgré un joli parcours, le match s'annonce difficile face aux ogresses parisiennes qui avaient déjà battu les Tourangelles il y a 4 ans sur un score de 6-0. Bastien Mathieu. Elles ont beau rêver d'exploits, la mission semble impossible. Les jeunes Tourangelles, actuellement en division d'honneur, l'équivalent de la 3e division française, affrontent la meilleure équipe française du moment, peut-être même celle d'Europe, dans un match totalement déséquilibré. Ce qu'il faut souligner avant tout, c'est le parcours effectué par les filles, parce qu'on est arrivé là quand même en battant 2 des 2, Aurillac et Le Mans. Et c'est vrai que parfois on peut arriver dans des 8e de finale parce qu'on a eu un tirage au sort de bonne nature ou sur le terrain on a été chanceux. Là ça n'a pas été le cas, on a vraiment joué les matchs à fond. Dans un stade de la Vallée du Cher qui promet d'être bien garni, peut-être même plus que pour les matchs du Tour FC au masculin, les joueuses de Xavier Lecomte risquent bien de prendre la marée. En première division, le PSG, c'est tout simplement 42 buts marqués pour seulement 2 encaissés, les 2 contre Montpellier lors de leur seule défaite de la saison. En Coupe de France, les Parisiennes ont même étrillé Bourges, également en division d'honneur, 19-0. Et même si l'entraîneur veut éviter d'en arriver là, la note sera forcément salée. On sait que la marche est haute, c'est pas une marche, c'est un escalier voire plus. À 99%, Paris va gagner ce match-là. Maintenant, ce qu'il faut qu'on montre, nous, c'est notre idée de jeu, c'est d'essayer de jouer ensemble, qu'on essaie de le faire jusque-là. Et puis de rien lâcher, parce qu'un match reste un match. Et moi, il est clair qu'en tant qu'éducateur, même si je sais que c'est mission impossible, je rentrerai sur le terrain pour mettre en difficulté Paris.
Malgré la défaite annoncée, ce match en milieu d'après-midi s'annonce comme une belle fête. D'habitude, dans l'ombre de l'équipe masculine, les filles ont l'occasion de mettre en lumière leur section et de montrer que le foot féminin peut avoir sa place en Touraine. Il ne faut pas aller trop vite, il y a d'abord avoir un socle, une bonne formation, avoir des bons éducateurs et puis ensuite avoir des moyens humains pour pouvoir encadrer tout ça et essayer de faire en sorte que sur le terrain de recrutement, les 2 ou 3 joueuses qui nous manquent en maturité nous permettent de passer ce palier-là et d'accéder à la D2 et surtout de maintenir le club en D2. Pour la première fois, les filles disputent donc un 8e de finale de Coupe de France, un exploit déjà historique. Dimanche, marquer un but en serait déjà un autre. Et le match est donc à dimanche 15h et l'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas. J-15 pour le carnaval de Mantelan. Après une année sans en 2016, la vingtaine de bénévoles se sont remis au bricolage, à la soudure et à la peinture. Le 5 mars prochain, 10 chars sillonneront à nouveau les rues de Mantelan. Créé en 1869, le carnaval fêtera cette année sa 127e édition. Pour les habitants, cette manifestation est plus qu'un symbole, elle fait partie du patrimoine tourangeau. Chaque année, ce sont plus de 5000 spectateurs qui font le déplacement. Clémence Drouet. La poussière des toiles d'araignée. 2 ans qu'ils n'ont pas pointé le bout de leur nez dehors. Heureusement que la poussière, ce n'est pas ce qui effraie les 19 membres du comité des fêtes de Mantelan. Cela fait 6 mois qu'ils travaillent d'arrache-pied à briquer chacun des chars pour qu'ils brillent de 1000 feux lors du traditionnel défilé. S'il ne manque pas de main-d'œuvre, certains d'entre eux aimeraient bien que les jeunes mettent un peu plus la main à la pâte. Je trouve que les anciens ont fait beaucoup de choses, donc maintenant nous, moitié, il faut continuer, il faut dire aux jeunes de venir maintenant remplacer nos anciens aussi. Du nord au sud du département, 5000 spectateurs en moyenne font le déplacement chaque année. Les petites mains du carnaval prennent donc leur travail très au sérieux. Pour ces bénévoles, le carnaval est une forme de patrimoine, un rituel qu'ils tiennent de leurs aînés et qu'il ne faut surtout pas jeter aux oubliettes. C'est une belle fête, c'est une fête de réjouissance. Les gens, on ne rencontre pas trop de tristesse. Et la population mantelanaise ainsi que les environs attendent justement qu'on reparte parce que pour eux, c'est quand même quelque chose de riche au niveau culture, quoi. Voilà. De la couleur et beaucoup de gaieté, c'est ce qui fait le charme du carnaval. Cette année, un invité est attendu avec impatience, le soleil. S'il se pointe, tous pourront profiter du spectacle en famille. Il a franchi la porte de la maison d'arrêt de Tours plus de 1000 fois en 20 ans, non pas pour y être incarcéré, mais pour y rencontrer des détenus. Henri Gommet, ancien visiteur de prison, sera notre invité dans un instant pour nous parler de son expérience et nous livrer quelques anecdotes sur ce milieu si particulier. A tout de suite.